Donc voilà pour Zachary Rizaché. On peut passer au deuxième de cette draft, Alex Sarr. Donc, avant que tu nous fasses un peu le parcours, en plus le parcours est compliqué, moi de l'extérieur, je te dis ce que j'ai entendu. Je n'ai pas trop suivi la draft cette année. J'ai entendu que potentiellement c'était lui le meilleur prospect de la draft, mais que lui il voulait pas aller à Atlanta. Donc Atlanta finalement est allé sur Rizaché, mais qu'en fait c'est lui le meilleur des deux. Mais voilà. Par rapport à ça, toi qui connais le milieu, qui a suivi, etc., ou est-ce que c'est juste des rumeurs comme ça, ou est-ce que il y a un peu de fondement? Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire alors? Alors je sais pas s'il voulait pas y aller. Ça a été un peu ressorti effectivement. Il avait workout quand même, je crois, et les deux joueurs étaient dans le top tier de toutes les franchises avec qui on a pu un petit peu discuter, échanger Ouais. ou voir. Donc c'était quand même deux gros candidats. Ce que je disais, tu sais, on a fait la soirée draft chez la First Team. Ouais. Ce que je disais, c'est que c'était le prospect par excellence de la QV. Dans le terme prospect, tu vois, où il y a tout à faire et Ouais, la théorie quoi. c'est ça. L'idée, Alex Sarr, c'était la plus belle des idées de cette QV. Mais les garanties, c'était peut-être les plus faibles garanties de ce top 5-6 de la draft, enfin même top 7 de la draft quand même elle s'est déroulée. Ouais. Mais bon, après on n'en saurait pas plus sur ces coulisses peut-être. Mais bref, donc passons ça. Allons sur le parcours alors directement, puisqu'en plus son parcours est assez atypique, assez particulier. Lui, il a beaucoup baladé avant d'atterrir là où il est actuellement. Dis-nous un peu par où il est passé avec, je crois donc lui aussi un bagage de connu depuis longtemps, annoncé fort depuis longtemps, mais qui du coup a aussi beaucoup voyagé pour avoir du temps de jeu et une cote. Ouais, parce que Alex Sarr, on connaît le grand frère, Olivier, Ouais. qui a fait des piges en NBA, notamment avec OKC, alors plus en G-League, avec le OKC Blue, et puis avec un peu Portland aussi. Et donc, Alex Sarr, c'est un garçon, donc 2m16, 102 kilos, qui est né, donc c'est un 2005, tout jeune garçon, 26,2005, il a 19 ans, il est de Bordeaux, et donc il a fait plein de clubs professionnels différents, en tout cas plein de clubs de développement différents dans sa jeune carrière, et il a beaucoup tourné, et il se fait repérer dans les années début 2020 et il va au Real Madrid, qui est une maison du développement du basket jeune à tous les niveaux, que ce soit pour la NBA, mais aussi pour le basket européen. Quand vous regardez les ANGT du Real Madrid, vous retrouverez des joueurs derrière qui vont aller en NBA ou qui vont être en Euroleague à très haut niveau. Il profite de faire son année au Real Madrid pour ensuite se faire attirer dans les filets de la Overtime Elite. Alors si tes auditeurs ne connaissent pas la Overtime Elite, c'est ce que NBA 2K aimerait faire en vrai. C'est horrible, c'est tout est fait pour la starification d'adolescents lycéens, mais en les payant. Donc tu peux jouer dans des équipes, par exemple les cœurs gelés face aux jeunes rêveurs, face aux faucheurs d'âme. Enfin, tu vois, enfin c'est vraiment du My Park. Mais on est d'accord que c'est pas pareil que la Ignite, que ça c'est une équipe de la D-League, une équipe qui avait été organisée par la NBA, maintenant c'est fini d'ailleurs, mais c'est pas pareil la Ignite Team qui fait partie de la D-League, développement de ligue, et de l'autre côté, donc cette Overtime League, c'est encore un truc à part, c'est vraiment une ligue à part entière de NBA 2K comme t'as dit. C'est ça. La Overtime Elite, en fait, elle s'est inscrite dans donc c'est un partenariat qui avait été fait, je crois, avec en plus Amazon Prime. Donc il y avait vraiment un truc de business, de marketing derrière, de vendre des images de jeunes très fortes et de concurrencer encore une fois l'université en proposant des gros salaires. Alors du coup, ce qui s'est passé ensuite, donc la Ignite a fait ça, la NBA a fait ça, Overtime Elite s'est placé là-dessus, et ensuite du coup la NCAA s'est un peu plié, c'était le but de toutes ces ligues-là, et a Enfin. permis ouais, clairement, parce que c'était donc pour ceux qui le savent pas, les étudiants athlètes n'avaient pas le droit de vendre leurs images pour faire de la publicité, faire du contrat au départ, et c'était les seuls universitaires qui pouvaient pas faire ça. Si tu faisais des études dans la cuisine, tu pouvais très bien vendre ta tête et ton nom pour, je sais pas, si t'es à la fac de Michigan et que tu fais des études de cuisine, pour des chocolats. T'avais le droit. Ouais, il y avait des histoires de mecs qui étaient youtubeurs et qui, en fait, non, tu peux pas parce que t'es dans l'équipe de foot ou de basket. Et ouais, donc, mais au-delà des salaires, ça allait jusque-là, quoi, les côtés restrictions, quoi. Ouais, c'est que ton image, elle appartenait à la NCAA et que t'avais pas le droit de vendre ton image, donc ton nom et ton prénom t'appartenaient pas comme un produit. Et donc là-dessus ils sont revenus avec derrière donc la NIL, la NIL qui permet de financer, et donc Ignite se casse la tronche par la suite, et Overtime on verra, mais bref,
Alex Sarr, il choisit cette opportunité-là, donc il joue contre des lycéens qui ont entre 15 ans et 19 ans. Les frères Thompson, par exemple, Amen et Ozar, ils ont joué contre des mecs de 15 ans, ils leur ont cassé la gueule. Ah, forcément, parce que c'était les plus grands, les plus vieux, les plus athlétiques. Et donc il joue pour cette équipe Overtime. Il en fait 2 ans là-bas. Et à la fin de ces 2 ans, il y a une proposition de la NBL, donc la Ligue australienne, qui a des contrats qu'on appelle les contrats Next Star. C'est en gros les contrats prospect qu'on va offrir, qu'on a offert à la Melo Ball, qui était un des premiers, et puis qu'on a offert aussi à Ousmane Dieng, à Hugo Besson, à Ryan Rupert, à Josh Giddey, etc. Et pour vendre ton image, donc il est parti du côté des Perth Wildcats, où il a eu un rôle. Et donc c'était une star de l'équipe, mais il avait un petit rôle, il jouait 18 minutes par match, et il était souvent remplaçant, et en plus il a eu une blessure. Donc il avait un petit temps de jeu, mais on l'a très 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 bien mis en avant, on a tout fait pour vendre ses flashs, clairement, et dans une ligue où tous les matchs sont accessibles en replay gratuitement partout dans le monde. Donc c'est un vrai fonds marketing qui est très bien mis en avant depuis plusieurs années par la NBL, et donc le garçon a montré toute sa potentialité, et il a été annoncé depuis le début de saison comme un top 5 de draft, sachant qu'il a pu jouer en plus quelques matchs contre des équipes tu vois universitaires ou des équipes de G-League et tout, et qu'il avait été plutôt intéressant. Ouais, il y a eu des crossovers, quoi, entre ligues, ouais. Okay. Et après, il a fait un peu d'équipe de France. Alors, c'est pas celui qui a fait le plus d'équipe de France, mais il était quand même là en U16. Donc, il fait aussi les U17 en Coupe du Monde, et il fait Coupe du Monde U19, où il fait médaille d'argent aussi. Donc, c'était pas forcément le joueur le plus en vue de base, mais par sa mobilité, son talent, on l'a beaucoup aperçu. Alors, ça qu'on l'a pas dit au début, mais le plus gros prospect de leur génération, c'était ni Rizaché, ni Salin, ni Sarr de base. C'était, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était Malwaya, je confonds souvent, qui a pas eu un début de carrière escompté. Voilà, Ken Malwaya, qui a pas eu un début de carrière pour l'instant aussi grand que ce qui était annoncé au Paris Basketball et autres, mais c'était pas du tout ces deux garçons-là qui étaient les plus cotés de base. Parmi les Français, hein, tu veux dire, hein, c'est ça. Pas en général, mais parmi les Français, c'était ouais. Okay. C'était Kylian Malwaya qui devait être normalement l'énorme Français de leur génération, des 2005. Et puis finalement, lui, il a un peu peiné, et donc Rizaché, par sa sûreté, s'est mis en avant. Alex Sarr a continué son développement de physique et sa mobilité. Et puis Salin est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, moins attendu, mais très très solide. Et pourquoi est-ce que tu penses c'est que le côté opportunité financière d'aller dans la overtime, ou est-ce que au Real il était un peu barré, ou est-ce qu'il y avait du sportif aussi là-dedans? Je pense qu'à overtime il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. D'accord. Okay. Parce que c'est une équipe où clairement il n'y a pas de fond de jeu, ça ressemble beaucoup à du high school. Tout est fait pour le highlight, tout est fait pour le flash, et lui il répondait par son profil très atypique à ses caractéristiques, et en plus il pouvait tout de suite connaître un peu le système américain, être mis en relation avec des scouts NBA, parce que la Overtime Elite est suivie par des scouts NBA, donc on pouvait clairement plus facilement vendre son image qu'en Europe. On pouvait se mettre en avant et avoir différentes options de contrat derrière, donc c'est la NBL qui est venue le chercher, mais il avait des options pour aussi aller en Ignite ou autre. Et puis aussi le développement de l'anglais, qui semble un peu bête dit comme ça, mais on sait que la plupart de nos Français, quand ils arrivent au niveau supérieur, qu'ils ont fait leur formation en Europe, c'est des quilles en anglais. Ils maîtrisent pas. Et donc c'est un développement qui peut être un peu plus compliqué, là où l'Australie et les États-Unis sont une bonne chose. En Rizaché, il parle couramment l'anglais. En tout cas, il le parle plutôt bien parce que le papa l'a formé là-dedans. Sarr, c'est impeccable. On a d'autres Français sur les 3-4 dernières QV. Bon, je pense à Juan Bégarin, par exemple, drafté par les Celtics. Quand il est drafté, il parle pas anglais. Il fait une année de stage. Il parle toujours pas anglais, donc ça pose difficulté ensuite pour que les franchises les incluent dans le programme de développement. Ça fait partie des problématiques de la vie de tous les jours auxquelles on pense pas forcément. Nous, on est focus basket, mais effectivement, il faut savoir parler, même sur le terrain d'ailleurs, au final. Donc voilà un peu pour son parcours ancien, connu depuis longtemps, donc Real Madrid, c'est pas rien. Mais donc sur le profil, dis-nous un peu qu'est-ce qu'il en est. Lui, c'est un pivot pour le coup. Alors je peux te dire non dès le début ou pas? Vas-y, mais vas-y. C'est la taille d'un pivot, mais c'est un extérieur qui a la taille d'un pivot.
Tu vois, il y a des joueurs, on dit souvent qu'ils jouent plus grand que leur taille. Tu sais, il y a les petits meneurs qui, on a l'impression qu'ils font genre 2,03 m parce qu'ils défendent des titans. Alex Sarr, il joue plus petit que sa taille. C'est un très grand, mais dans le profil de jeu, vous avez un intérieur, entre guillemets, ultra mobile. Un intérieur en 2 mots. C'est ça. Qui est capable de switcher sur quasiment tous les profils, qui est une seconde lame incroyable dans la dissuasion en second rideau, qui a énormément de qualité sur du face-up, très à l'aise pour tirer face à son défenseur direct, soit parce que le défenseur qu'il va avoir est un ailier au extérieur et donc il va être capable de tirer par-dessus, soit parce que c'est un grand et qu'il a la mobilité pour essayer de le dépasser en dribble. Par contre, tout le travail d'intérieur chez Alex Sarr, c'est pas en place pour le moment, et c'est pas quelque chose sur lequel il semble vouloir aller, en tout cas sur lequel il est à l'aise. C'est un garçon qui sait pas se positionner au rebond pour le moment, qui capte beaucoup par la taille. C'est pas un garçon c'est un garçon qui se fait plutôt enfoncer, et c'est un garçon surtout quand il a été utilisé sur pick and roll en tant qu'intérieur poseur d'écran, on a switché dessus. En Australie, donc des adultes, hein, mais on a switché dessus. Et moi, je me rappelle d'un match où il y a Mathieu Delavedova qui est là en fin de vie, tu vois, et il est face à Delavedova, il est sous le cercle, et il n'arrive pas à le prendre dos au panier, tu vois. Vraiment, pour lui, c'est pas naturel de se dire, ok, je vais me mettre dos au panier, je vais t'enfoncer, puis je vais pouvoir terminer. Faut que je chute face à toi. C'est vraiment du touquet, encore une fois. Je ne sais pas me retourner, faut que je prenne du tir. Et donc, c'est un joueur qui joue comme un extérieur et qui n'a pas encore conscience de sa taille. Ce qui recoupe un peu avec le parcours que tu nous as décrit, où il n'y avait pas forcément de stabilité. En plus, s'il passe par la Overtime Elite, il n'y a pas forcément beaucoup de développement, je suppose, hein, peut-être. Donc peut-être il y a cet aspect très grand, mais qui n'a jamais appris à s'en servir, comme souvent le disent les Américains depuis 20 ans. On ne sait plus former des grands, mais si en plus le mec il fait plein de ligues différentes et des contextes différents, il n'a peut-être pas jamais pris le temps de faire ça, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que c'est un garçon, il n'a pas appris à jouer avec sa taille, il n'a pas appris à jouer comme un intérieur. Il a encore continué de grandir, donc encore une fois, prise de masse musculaire compliqué. Il fait 102 kilos, mais on le voit vraiment, il est flué. Et je prends un peu d'avance, mais on en reparlera un peu après. Tu vois, il arrive à Washington. Les gens disent ah ok, on prend un intérieur, et tout de suite Washington va signer un free agency à Jonas Valanciunas. Les gens se disent je comprends pas. Toi tu comprends. Ouais, le message il est clair, c'est tu lui trouves un partenaire pivot pour au début jouer à côté ou en relais, apprendre le métier et le protéger. C'est un garçon qu'il va falloir protéger. Et dans les profils des dernières années, on a eu Evan Mobley, on a eu Jabari Smith. Ouais, j'allais le dire, ouais. D'après ce que tu nous dis, ça me fait beaucoup penser à Jabari Smith, qui est très grand, qui a du pull-up, mais qui a du mal à driver et aller au panier, en fait. C'est ça. Et par rapport à ces garçons-là, il est en retard dans le jeu d'intérieur. Tu vois, okay. Mobley avait plus de fondamentaux d'eau et comprenait mieux comment se positionner au rebond, comment protéger son cercle. Jabari Smith, c'était plus une question de taille au départ, parce qu'il était à 2,06 quand il arrivait en universitaire, et puis il prenait un peu en taille, mais son papa était un Jabari Smith senior, était un vrai pivot, enfin un ailier fort des années 2000, mais un pivot aujourd'hui, 230 kilos. Donc il y avait ce côté-là. Victor, bon, est un mec à part, mais et Chet Holmgren était un intérieur de métier, donc le côté monté très fin. Voilà, Alex Sarr, il a du retard, et pour l'instant c'est vraiment un poste 4, mais qui a la taille d'un pivot, et qui va un peu devoir apprendre à se faire mal pour pouvoir faire mal aux défenses adverses. Ouais. Non mais je vois totalement un peu cet aspect où, comme dit, Jabari Smith, c'est un peu de ce profil-là aussi, mine de rien, le profil théorique, c'est le grand qui est athlétique et qui est mobile, mais dans les faits, peut-être que le post-up n'est pas trop là, le côté driver pour aller jusqu'au panier, avoir une haute fréquence de tir au panier, il n'y a pas trop ça. Donc il y a peut-être un peu beaucoup... Enfin, il y a de la théorie. Et d'ailleurs, je sais pas à quel point tu accordes de l'importance à la Summer League, toi, mais tu vois que c'est vrai que moi j'avais vu, au-delà du côté efficacité, ça je m'en fiche un peu, le fait qu'il ait fait des 0 sur 15, ou bon oui, c'est ok. Mais c'est vrai que tu vois, sur la sélection de tir, je l'ai vu faire plein de pull-up et plein de trucs comme ça, et je me suis dit, est-ce que c'est juste, je m'en fous de la Summer League, ou est-ce qu'il y a peut-être un côté dans son jeu de, comme tu dis, de grand qui aime bien être dans le périmètre et prendre ce genre de un peu de tir compliqué, de jump shot, plutôt que d'aller au panier ou autre, quoi. Ah, c'est ce qu'il a toujours fait. Franchement, oui, en Summer League, effectivement, il n'y a pas de création, il n'y a pas de système et tout, mais c'est ce qu'il a fait aussi en Australie. En fait, en Australie, les pauvres fois
où il a marqué près du panier, c'est parce qu'il prenait un rebond offensif et qu'il était plus grand que son défenseur et qu'il montait dessus. Mais c'est un jour, ou bien qu'il était oublié sur la transition et qu'il pouvait dans le trailer aller dunker, mais il a plus d'ailleurs été utilisé comme poste 4, hein, même en Australie, qu'en tant que pivot. Donc c'est un vrai joueur de périmètre, donc c'est le fantasme du 5 out. Mais on sait, tu vois, même un joueur plus âgé, Jaren Jackson Jr. par exemple, c'était cette idée quand il est drafté à Michigan State. Après Michigan State, c'était de dire, je peux avoir un pivot qui peut tirer. Bon bah jusqu'à cette année encore, on était sur un joueur qui avait pas réussi à jouer pivot parce qu'on mettait un grand à côté et on l'avait toujours protégé comme ça. Donc Alex Sarr, cette idée de 5 out et d'avoir un pivot qui peut tirer, si ça arrive un jour, moi je pense pas que ça puisse arriver un jour pour Alex Sarr, mais d'être un pivot, d'autres chez nous pensent que pourquoi pas, ce sera pas avant 4-5 ans. D'accord. Donc toi, tu vois pas forcément... parce que, voilà, ce qu'on aime bien, tu vois, notamment avec un Brook Lopez, différence un Brook Lopez ou un Rudy Gobert, c'est que Brook Lopez, il y a le spacing, certes, mais surtout, face à des schémas de switch, Lopez, tu peux lui donner la balle et puis il peut aller un peu au post-up, quoi, pour attaquer un mismatch ou punir. Là où Gobert, ça a toujours été un peu le problème. Toi, tu penses qu'il peut développer un minimum, en tout cas, ou alors même ça paraît compliqué, sur cet aspect de... il va rester qu'un jump shooter, un peu comme... pour l'instant, J.R. Smith, un peu Porzingis d'ailleurs. Je pense que le toucher, tu vois, la finition près du panier sur un retourné, sur du hook, sur du bras roulé, il peut l'avoir. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de toucher et qui a beaucoup de finesse dans son jeu et que voilà, et ça il l'utilise bien, il a des beaux bras. Maintenant, je pense que lui, ça va toujours être quelque chose de complexe et que plus il va pouvoir s'écarter du panier, mieux il se sentira. Un autre joueur de cette taille, tu vois, c'était Lauri Markkanen, où on s'était demandé, quand il est drafté, Lauri Markkanen, les gens se posent pas trop la question si ça peut être un pivot. Tu vois, les gens se disent c'est un ailier fort qui est de grande taille. Alors c'est drôle parce que c'était une génération où on aimait beaucoup avoir des pivots, des tu vois, des pivots qui peuvent stretch. Brook Lopez a révolutionné, ça a été un fantasme. Mais Markkanen, on s'est toujours dit non, c'est un ailier fort de grande taille. Et Lauri Markkanen était un énorme slasher. Au niveau universitaire, et ça est redevenu un bon slasher d'ailleurs en NBA parce que le corps l'a laissé tranquille et puis qu'il a eu des vrais meneurs de jeu, ce que Chicago avait jamais su faire. Alex Sarr, il aimerait bien avoir ce genre de rôle là. Je pense qu'Alex Sarr, il va vouloir passer sa carrière sur un poste 4 de grande taille et qui va avoir l'avantage d'être assez mobile pour défendre des ailiers forts et des ailiers et pouvoir switcher et en même temps pouvoir te mettre des énormes gifles sous le panier. Ça, il adore ça. Tu vois, quand c'est pas à lui de protéger le premier cercle, mais qu'il est juste là en renfort et qu'il doit te mettre une tarte, une bâche sous le cercle et reprendre son défenseur derrière, faire l'essuie-glace, lui, c'est son dada, quoi, c'est son jardin. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire, c'est un peu la différence, c'est que Markkanen, une des limites à l'époque, c'est aussi la défense, quoi. Et le côté, lui, c'était pas un intérieur en défense, hein, pour le coup. En plus, il a pas, envergure de bras, il a pas ce bonus-là non plus. Il a une petite envergure par rapport à sa taille. Mais là, c'est vrai que tu nous dis que lui, de l'autre côté, Alex Sarr, il y a un peu plus cet espoir que défensivement, ce sera peut-être pas l'encre défensive de drop face au ballon ou hyper costaud, mais au moins il y a cet aspect potentiellement de safety. Et d'ailleurs, en termes d'atouts physiques, il a une belle envergure, non, si je dis pas de bêtises? Ouais, il est à 2,24. Donc tu vois, il est entre 7 pieds 1, 7 pieds 2 en termes de taille, donc on est entre 12 de 16, et en longueur de bras, il est à 2,24, une énorme standing reach et une mobilité de fou. Donc sur la défense, on est assez safe, on sait que ce sera un bon défenseur d'équipe et qui va vraiment, il peut, tu vois, justifier une zone à lui tout seul. Parce que, par exemple, Evan Mobley aussi, dans ce profil-là, c'était un jour, tu te dis, ok, j'ai envie de faire de la zone avec Evan Mobley sur le terrain, Alex Sarr aussi. Nous, nos craintes, elles sont plus offensives, c'est à quel point tu peux le laisser sur le terrain en attaque, dans un projet un peu sérieux, et qui soit quand même positif. Défensivement, il y a un peu de mobilité aussi, ouais. C'est ça, ouais. Donc, il bouge vraiment très très vite, les pieds, ils tournent très très bien, les hanches ça tourne aussi superbement bien, il utilise vraiment sa longueur de bras, tu sais, comme sans coller son défenseur, tu vois, il place le bras devant lui pour lui dire voilà, ça c'est mon périmètre, c'est mon cercle, tu rentreras pas dedans. Il accompagne et il te frappe. La seule limite qu'il va avoir défensivement, c'est la plus importante peut-être, c'est la sécurisation du rebond à la fin. C'est qu'il fait tout bien. Et puis il y a un tir un peu casse-croûte fait par l'attaquant, et puis derrière lui, il se place pas au rebond, et du coup il y a un rebond foncé sur sa tête et ça lui remonte. C'est vraiment ce
côté-là de sécuriser l'action finale de la défense, et c'est pour ça que tu vas avoir un deuxième intérieur de métier qui va être plus près du sol pour pouvoir le faire, et donc Valanciunas dans son développement très bien. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont pris Valanciunas, ouais. C'est un peu le truc qui fait très bien ça, pour le coup. Mais alors je caricature beaucoup, hein, mais de ce que tu dis, j'ai l'impression que t'es plus impressionné dans un premier temps et pour l'instant par l'athlète que par encore le basketteur en termes de style, compréhension du jeu, jump shot, etc. quoi, pour l'instant. Ouais, clairement. Offensivement, c'est sûr que le basketteur c'est très limité sur la finition, la concrétisation, le réalisme. Il fait des choses un peu flashy, mais c'est plus voilà du highlight. Défensivement, dans la compréhension du jeu, c'est quand même plutôt bien. Il se fait pas trop bouffer. Alors il commet pas mal de fautes, mais parce que il veut rendre ce que son gabarit lui permet pas. Mais il bouge très bien, il comprend très bien, il fait la bonne aide, il va récupérer son défenseur. Donc voilà, la défensivement, l'assise elle est intéressante. Ouais. C'est qu'offensivement qu'il y a tout à faire et qu'il va falloir recadrer des choses chez Alex Sarr pour voir qui il veut devenir et qui il peut devenir. Et niveau passing alors, passing, compréhension du jeu, etc. Est-ce qu'on est un peu sur un Jabari Smith ou un Markkanen justement avec moi je me souviens, j'avais fait un scouting de Markkanen, j'avais 3 pauvres passes qui se battaient en duel pour faire ma vidéo, je savais pas quoi faire. Mais où est-ce qu'on en est niveau compréhension du jeu? Est-ce qu'on est parce que tu parles de bonne compréhension en défense, mais est-ce qu'il y a aussi en attaque? Il a peu fait, il a peu montré, parce qu'il a été peu, enfin, tu vois, il a souvent ce truc de je fige le jeu, je m'arrête et je vais tirer, donc il y a manque de fluidité où la défense derrière, tu vois, collapse sur lui, enfin, fait une erreur et qui peut transmettre. Souvent, il récupère la balle. Tu vois, il y a 2-3 fixations, 2-3 jab step et je shoot, donc la défense a le temps de se recadrer. Donc pour moi, il y a une manque tu vois, de quick basket pour que le jeu soit fluide et qui fait que derrière il peut passer. Ouais. Donc la passe, je sais pas trop vu. Et puis il fait des mauvaises décisions avec son dribble quand il essaye de créer du décalage qu'il essaie de créer pour lui-même. Bah voilà, son dribble il est encore trop haut, il sait pas encore changer de main, changer trop de direction, et donc il perd la balle et derrière il se prend un panier en transition. Donc c'est voilà, c'est encore très très raw très brut dans le texte. Ouais. D'après ce que je comprends, le shoot était un peu t'y crois pas pour un niveau d'élite en tout cas, peut-être pas de suite, un très bel athlète. J'ai l'impression que toi tu penchais plutôt sur Rizaché que sur Sarr alors au final. Ouais, enfin si tu veux, dans mon board j'avais Alex Sarr, donc c'est pas mes préférences, hein, mais dans le potentiel j'avais Sarr en deuxième et Rizaché en troisième. En premier j'avais Nikola Topic, le meneur serbe, mais qui s'est blessé. Ouais. Vraiment plusieurs fois au genou, alors même si c'est des genoux différents, c'est quand même un peu inquiétant. Donc je l'ai gardé pour l'idée. Sarr, c'est vraiment, tu vois, je crois pas trop dans le tir pour l'instant. Maintenant, c'est un joueur qui va être servi sur pick and pop. Alors il fait 0 sur 15 là, mais c'est un joueur qui normalement à terme, une fois que le corps sera un peu plus en place et qu'il sera plus safe et que ses appuis il les fixera bien, qui devrait être quand même une belle menace sur le shoot extérieur. Parce que c'est quand même son argument de vente numéro 2 après sa mobilité défensive. Donc, joueur de pick and pop qui écarte le jeu, oui. Joueur, c'est pas pour moi un tireur qui va être en mouvement. Après, on l'entend pas trop. Ouais. Et ça peut être un bon joueur de finition. Donc, pour moi, argument numéro 1, la défense, la mobilité, la switchabilité, etc. Argument numéro 2, écarter un peu le jeu. Et après, argument numéro 3, ce serait ce côté un peu liquide comme ils aiment bien faire, mais ça j'y crois pas. Pour moi c'est un joueur qui va surtout apporter par sa défense quand le corps sera en place. D'accord. Donc un peu le côté scénario idéal, scénario médian, scénario pessimiste. On va dire que dans le idéal, toi tu vois pas le côté licorne qu'on essaie de vendre, que certains vendent en l'intérieur moderne, hyper mobile, hyper athlétique, qui défend, qui shoot, qui drive, qui score, qui fait tout. T'es un peu plus bas que ça au niveau scénario idéal alors. Ouais, je pense que on est vraiment une classe en dessous Jackson Jr. et Mobley, qui sont ces deux grosses comparaisons en termes de profil physique et de style de jeu. Peut-être qu'il shootera mieux que Mobley parce que même si Mobley avait un joli tir, mais qui n'a pas été trop développé, il shootera peut-être mieux que lui. Mais je pense qu'on est en dessous de ça pour le potentiel offensif des garçons. D'accord, ok. Un scénario médian, c'est quoi? Est-ce qu'on peut approcher le niveau All-Star dans ce rôle-là ou pas, tu penses?
Non, je pense pas. Okay. Par contre, tu sais, c'est souvent sous-évaluer la défense pour les All-Stars, mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment te changer une défense quand même. D'accord. Même si ce sera statistiquement pas forcément ultra présent ou qu'on n'en parlera pas le plus pour les sélections de All-Star Game, mais je pense que c'est un joueur qui peut quand même te modifier ta défense parce qu'il peut apporter en termes de protection de cercle et d'aller-retour et de système de défense. D'après ce que tu me dis, moi j'ai l'impression que ça, on est plus sur le mec qui a un potentiel plus haut que Rizaché, parce que la théorie, le physique, etc. Mais peut-être on est moins sûr qu'il le réalise. Là où Rizaché, c'est le côté talent pur, le côté plus fort, le potentiel est un peu moins haut, mais le profil sera sans doute, en termes de probabilité, beaucoup plus fort, plus de fois, où voilà, on est un peu plus rassuré de ce côté-là, quoi. Clairement. Franchement, à titre perso, je m'en cache pas, hein, je suis envergure, il y a de toutes les discussions. Si demain je suis GM, et je le suis pas, heureusement pour les franchises. Pas encore. Non, mais franchement, ne faites pas cette erreur-là et sans aucune prétention, tu vois, mais j'y vais pas sur Alex Sarr. Moi, j'ai trop peur. J'y crois pas particulièrement. Donc, Cocorico, il est français, c'est très bien et c'est excitant, c'est très excitant. Dans ma visualisation, mes projections, il y a plus de scénarios où ça ne marche pas bien. En tout cas, ça se développe pas assez bien que on arrive au truc visé de base. Voilà. Et après, en termes de contexte équipe, j'ai été un peu rassuré de voir un Carlton Carrington qui est tombé, le meneur de jeu là qu'ils ont pris, parce que c'est le Buddy là, Buddy qui c'est ça, le mec de Pittsburgh, parce que c'est un vrai pour moi porteur de balle et qui va pouvoir créer. Je sais pas à quel point Jordan Poole peut développer des jeunes. J'ai adoré le fait de prendre Jonas Valanciunas, qui est Bilal Koulibaly aussi en français, c'est cool pour lui. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on ait un papa quand même qui puisse mettre un peu de jeu en place, balle en main, et qui peut un peu stabiliser l'attaque pour développer Alex Sarr. Parce que si on fait la foire du prospect et que, tu sais, comme on disait, enfin, je parle pour Markkanen, mais pour développer un jeune intérieur, il faut souvent un fort extérieur quand même, un peu, tu vois, un peu en place, et inversement, pour développer un fort extérieur, il faut un bon intérieur. Tu vois, genre Ja Morant, parce qu'on parlait de Memphis, incroyable talent, incroyable joueur. Je pense qu'il aurait été bon dans la majorité des cas, mais il arrive dans une équipe où le pivot c'est Valanciunas et ça lui ouvre des espaces, et après il a Adams, et donc du coup il se développe vitesse grand V. Et ben j'aimerais bien pour Alex Sarr qu'on trouve un extérieur de ce calibre-là aussi. Bon, après il y a Jordan Poole, hein, mais... Bah voilà, moi Jordan Poole, je l'ai pas assez vu, donc je sais pas à quel point Jordan Poole peut être un joueur qui développe des gars sur pick and roll. Ouais, non, moi je blague parce que moi je l'adore, mais il sort d'une saison absolument catastrophique. Ouais. Et même, tu vois, bon, même la 2023 était déjà moins bonne par rapport à la 2022, avec le coup de poing et tout ça, etc. Mais actuellement, il vaut mieux pas parier sur Jordan Poole pour l'instant, on va dire. Mais moi je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien qu'il rebondisse. Ok pour notre ami Alex Sarr alors. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.